Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation d'écran maintenant? Oui. Ok, parfait. Donc voilà, bonjour tout le monde. On va commencer avec, j'ai préparé un cas pour vous. C'est donc comme signalement, quand vous êtes dans votre cabinet alors dans quelques mois, vous auriez peut-être aussi un chat domestique femelle stérilisée de 13 ans qui pèse environ 2 kilos avec un BCS de 3/9. Et le propriétaire, il va vous dire que depuis environ 2 mois, que le chat il mange beaucoup, qu'il y a quand même une perte de poids. Depuis 1 mois, qu'elle boit beaucoup, donc une possible épilepsie. Et aussi de temps en temps qu'elle vomit, qu'il y a de la diarrhée. Mais pour le reste, le chat est correctement vacciné vermifugié, alors selon lui. Est-ce que vous avez toutes les informations, donc depuis 2 mois, polyphagie, perte de poids, depuis 1 mois, polydipsie, vomissement chronique, diarrhée chronique. Est-ce que vous avez encore des autres questions pour ce propriétaire quand il se présente dans votre cabinet? Est-ce que vous avez des autres questions à poser à ce propriétaire-là? Pour obtenir un peu plus d'infos alors, parce qu'avec tout ça, avec ça, peut-être on n'aurait pas assez d'infos. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'animal, il a d'autres traitements? Est-ce qu'il a des traitements en cours? Oui, c'est une bonne question. Donc, dans ce cas-là, elle n'avait pas d'autres traitements. Est-ce qu'elle a des congénères dans la maison? Et est-ce que ceux-ci présentent des symptômes? Non, ce n'est pas le cas. Encore des autres possibles questions pour vous ou est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est un chat qui va à l'extérieur? Non, c'est un chat qui reste en intérieur. C'est une bonne question. Je demanderais aussi le contenu de vos vomissements et pour la diarrhée. Est-ce qu'il y a des présences de sang? Oui, c'est une très bonne question. Ouais, donc voir un peu quel type de diarrhée qui est présent et aussi au niveau vomissement, est-ce que ce sont des vrais vomissements alors? Donc, Oui, ce sont la des quantité. Ouais. Donc voilà, donc j'avais aussi ce qui est très important est toujours un peu quand on fait une quantification de la perte de poids, est-ce que c'est une perte de poids qui est assez, est-ce que c'est oui quelques grammes, est-ce que c'est assez important? Donc ça c'est toujours aussi important à demander. Ici on avait dit que le chat a perdu du poids environ un période de 2 mois, mais parfois le propriétaire va vous juste dire oui j'ai l'impression qu'elle a maigri, donc c'est toujours aussi important de demander un peu le poids idéal de l'animal. Et aussi, toujours demander à combien de temps qu'est-ce qu'elle a perdu du poids. Aussi, ce qui est aussi très important est pour voir un peu, est-ce que ce sont des vrais vomissements ou est-ce que c'est plutôt régurgité alors? Aussi, ici, le propriétaire a dit oui, il y a une possible polydipsie, mais toujours demander, est-ce que c'est associé avec une polyurie aussi? Comme quelqu'un d'autre a dit, est-ce qu'il y a aussi, quel type de diarrhée est présent? Est-ce que c'est plutôt type intestin grêle? Est-ce que c'est plutôt colique? Ça peut aussi toujours la peine de demander est-ce qu'il a des troubles urinaires, est-ce qu'il y a un abattement associé ou est-ce que le chat reste actif, est-ce qu'il y a un changement de comportement aussi. Donc, ce sont un peu les questions qui sont toujours aussi intéressantes à demander. Donc, quelles questions est-ce que vous allez poser au propriétaire pour faire un peu la différence entre vomissement et régurgité? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée? On lui demande s'il observe des mouvements abdominaux pendant les vomissements, par exemple. Exact, oui, très bien. Pas d'autre à ce qu'on peut demander? Parce qu'une régurgitation, c'est complètement passif, donc il n'y aura pas de mouvement d'effort pour vomir, quoi. Enfin, Ouais, pour exact. expulser. Ouais, donc ça
allez, ça c'est toujours le plus facile pour demander. Donc aussi, est-ce qu'il y en a des contractions abdominales, oui ou non? Donc, et comme tu as dit déjà, chez les vomissements, on voit vraiment que le chat fait beaucoup, ou un chien fait beaucoup d'efforts. Aussi, si le chat ou le chien semble nauséeux avant, oui ou non. Parfois, on peut dire régurgiter, est-ce que c'est toujours directement après le repas? C'est un peu variable. Même chez les vomissements, parfois ça peut être directement après. Donc voilà. Et la présence du bile, dans la plupart des cas, on ne voit pas vraiment du bile quand il n'y a que des régurgitations. Alors, donc voilà. Aussi, PUPD, à partir de quelle quantité est-ce qu'on parle d'une PUPD? Donc, le chat, combien est-ce qu'il doit boire par jour environ pour qu'on peut parler d'une PUPD? Et si le chat pèse 2 kilos, à partir de quelle quantité est-ce que vous dites, OK, celui ici, c'est une PUPD, c'est clairement, c'est pas normal, c'est trop. Est-ce que vous avez une idée? Je dirais peut-être 100 ml par kilo par heure. Oui, par heure? Ouais. Non? Par jour, je pense. Non? Par jour? Oui, c'est plutôt par jour. Donc, Ça me si paraît c'est bien. plus que 100 millilitres par, sinon c'est vraiment beaucoup. Hein. Oui. Si c'est pas grave. Si c'est plus que 100 ml par kilo par jour, on parle d'une PUPD. Donc, dans ce cas ici, tu peux toujours demander au candidat, oui, est-ce que vous pensez qu'elle boit plus que 200 millilitres par jour? Donc, voilà, c'est toujours très important pour demander ça. Ensuite, quel type de diarrhée? Donc, quelqu'un a déjà dit, est-ce qu'il y a du sang dedans? Est-ce qu'il y a du mucus dedans? Mais est-ce qu'il y a encore des autres critères pour voir un peu, est-ce que c'est une diarrhée plutôt intestin grêle ou colique? Est-ce que vous avez une idée pour faire un peu la différence? Au niveau de la quantité, Oui. est-ce que c'est des gros volumes ou des petits volumes? Et quand est-ce qu'on passe? Quand on a une diarrhée plutôt colique, est-ce qu'on a des grosses volumes ou des petites quantités plutôt? Pensez-vous? Je crois que c'est des plus petites quantités, mais je suis pas sûre. Ouais, donc ce soit plutôt donc chez une diarrhée colique, on a plutôt de petites quantités assez fréquentes, et chez une diarrhée type intestin grêle, ce sont plutôt des grandes quantités. Ok. Mhm. Est-ce que vous avez encore des autres questions pour à poser au propriétaire pour faire un peu la différence entre les deux? Donc du sang. Est-ce qu'on a du sang frais chez une diarrhée colique ou intestin grêle ou Ah oui, si c'est du sang frais, c'est plutôt colique. et chez l'intestin Alors que grêle, on du a quoi? sang digéré, ça sera un peu plus haut dans le tractus. Je sais pas vous, moi j'entends plus rien. Non, moi non plus. Et je Je me vois suis plus, dit, oups, j'ai dit une connerie. et je vois plus l'écran. Il est marqué reconnexion. Ah. En tout cas, je sais pas répondre aux questions. Ah, mais ouais, pareil, c'est flou. Oups. Bon. D'ailleurs, les autres qui étaient avec nous, ils se sont tous déconnectés. Ils ont quitté le navire. J'ai envie de mettre ma tête à la Je pense caméra. que je lui demanderai qu'elle nous envoie le PowerPoint parce que j'aimerais bien. J'ai pris des captures d'écran. Ah, c'est cool, ok. Je note les trucs et je fais un fichier, je vous l'enverrai. Ah, nickel, merci. Ouais, parce que Parfait. sinon c'est un peu long à noter. Ça va vite, ouais. Ouais. Je commence à prendre des photos. Ouais. Elle est plus là du tout, en fait, la meuf. Et je sais pas du tout qui c'est, cette fille, je l'ai jamais. Aurélie Lissen. Sympa. Ouais, ça va. Ouais. Faudra lui demander du coup si on peut aller à la FPL, mais bon, ça me donnerait. L'harcèlement continue. Yes, we know, baby, we know. Très bien. Très bien. Big Brother. Bon, bah, c'était bien, hein.
On va aller se coucher, hein. Parce que- Oups, Qui mange des chips? j'ai des amandes. Hmm. Ah, bonjour. Ah, on voit le PowerPoint. Par contre, on vous entend pas, je sais pas si vous parlez. Non, il n'y a pas son micro activé. OK. Vous Oula. Ah voilà, c'est bon. Oula. voyez bien? OK, ça. Est-ce que vous voyez maintenant mon PowerPoint? Oui. Euh, OK, Ouais. désolée, mais il y avait un souci avec mon Internet ici. Ça, désolée. Voilà, donc on était ici alors hein, pour faire la différence entre les types de diarrhée. Donc, j'ai ici fait un petit tableau pour vous. Donc, au niveau de la quantité, comme quelqu'un a déjà dit, quand on a un type intestin grêle, c'est plutôt des grandes quantités. Dans le côlon, plutôt des petites quantités assez fréquentes. Quand on a une diarrhée type intestin grêle, parfois on a eu méléna. Au niveau côlon, c'est plutôt du sang frais. Les signes de ténesme, c'est plutôt présent quand on a une diarrhée colique. Présence du mucus aussi. Diarrhée type intestin grêle, c'est plutôt associé avec une perte de poids et une polyphagie, une fréquence assez augmentée de la diarrhée, mais plutôt chez une diarrhée colique, c'est vraiment, on a hyper souvent, c'est vraiment une fréquence très, très, très fort augmentée alors. Et aussi des borborigmes, on voit ça plutôt chez une diarrhée chronique type intestin grêle alors. Donc voilà, donc on a répondu à toutes ces questions-là. Donc ici, chez ce chat, on dirait plutôt qu'il avait plutôt des vomissements et une diarrhée chronique type intestin grêle. Alors, ensuite, on va faire notre examen clinique. Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre examen clinique? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est très important pour vous pendant l'examen clinique ou est-ce que vous allez juste faire votre examen, voilà, c'est tout? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Regardez la d'hydratation. Ouais, La palpation Moi, je abdominale. regarderais bien tous les ganglions, bien sûr. Oui, exact, ça parce c'est très qu'un chat de 12 important. ans et tout ça qui maigrit, on pourrait penser à un lymphome, par exemple. C'est très bien, c'est très bien. Exact, Et exact. Les aussi la palpations abdominales palpation, aussi. Et tout le c'était quoi système l'autre? digestif. Donc voilà, donc ici on avait un peu, donc c'était un chat alerte avec une fréquence cardiaque à 260, fréquence SP à 32, muqueuse rose, TRC normal, peau presse, pas d'adénomégalie périphérique, normotherme, mais au niveau palpation abdominale, c'était très souple, pas du tout douloureuse ou tendue. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque alors sur cet examen clinique ou pas du tout? Ou est-ce que c'est normal pour vous? Bah, la Fréquence fréquence cardiaque, cardiaque. est-ce que c'est lié au Ouais, stress ou pas? ouais, c'est assez augmenté. Hein. C'est vraiment une tachycardie assez présente. Donc, voilà, très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre qu'on peut faire sur notre examen clinique, vous pensez, ou est-ce que c'est assez complet? Moi, je mettrais le pli de peau s'il y en a un ou pas. Bah, le chat est bien hydraté, donc pas de signe de déshydratation alors? Est-ce qu'on entend un souffle au niveau cardiaque? Non, pas de souffle cardiaque sur ce. Donc, lorsque c'était normal. Donc, au niveau thorax, cardiaque, c'était normal. Du coup, on peut se dire que la fréquence cardiaque ici, elle est élevée à cause du stress, vu que tous les Oui, paramètres sont bons. possiblement, oui. Ça peut être lié au stress, exact, ou à une maladie sous-jacente. Donc, ce qu'on peut encore faire ici chez ce chat, c'est par exemple mesurer la pression artérielle, qui était aussi augmentée ici, elle est à 160. C'est quoi les normes normales, les valeurs chez un chat ou un chat? 90, 120. C'est 80-120.
On dit à partir de 95 jusqu'à 150, c'est normal, un peu comme ça. Donc, et on peut toujours palper la thyroïde aussi, vu que c'est un chat aussi âgé, pour être sûr qu'on ne sent pas des nodules thyroïdiennes. Alors, mais ici, c'était normal, on n'avait pas senti une nodule thyroïdienne. Donc, voilà. Donc, cette technique-là, on peut faire pour palper la thyroïde alors aussi. Entrez sur cette photo. Donc, c'est quoi votre liste de problèmes chez ce chat ici? En gros. Du coup, anorexie, amaigrissement. Anorexie? Ah non, c'est pas ça. Pardon, j'avais loupé les premières dires en fait. Voilà. On va tourner alors. Hop. Voilà. Ah oui, non, c'est l'inverse, pardon. Oui, exact. Donc, plutôt une polyphagie, une perte de poids, oui. Quoi d'autre? Vomissement et diarrhée chronique. Mhm. Et puis polydipsie. Tachycardie. PPD, tachycardie. Ouais. Et encore une. La tachycardie. Et hypertension. Hypertension. Oui, tachycardie était déjà dit, mais exact. Tachycardie, c'est aussi c'est aussi un problème. Et aussi, aussi, le propriétaire dit qu'il y a quand même un changement de comportement aussi du chat. J'avais oublié de dire. Donc voilà, donc perte de poids, polyphagie, PEPD, vomissement chronique, diarrhée, type intestinal aussi chronique, tachycardie, hypertension et un changement de comportement aussi. Donc on va tout faire un petit différentiel pour les problèmes en vert alors. Je ne peux pas faire pour tachycardie un changement de comportement, juste pour chercher un peu les prochaines étapes et pour voir un peu à quel niveau on est. Donc si on fait notre différentiel pour une perte de poids, est-ce que vous avez une idée? C'est assez large, mais en gros, c'est pas grave si vous oubliez des choses, hein, mais c'est juste pour que vous pensiez un peu. Des causes infectieuses. Mhm. Comme des vers, mais ici les vermifugés. Mhm. Là, quand même, c'est une bonne option, oui. Ça pourrait être un syndrome paranéoplásique. Mhm. Exact. Entérite. Ouais. Enfin, tout ce qui va toucher au digestif. Mhm. Donc, des problèmes à l'absorption, malnutrition. Une intussusception aussi ou un corps étranger. Mhm. En cas d'insuffisance rénale aussi, non? Oui, exact. Donc voilà, donc en gros, on peut dire une malnutrition, donc quand le propriétaire ne donne pas assez à manger, c'est assez facile aussi comme ça. Compétition peut-être avec des autres chats, des problèmes dentaires, problèmes buccaux alors, maldigestion, malabsorption, diabète sucré, une protéinose néphropathie ou entéropathie, un problème cardiaque, hyperthyroïdie, maladie rénale chronique, néoplasie, une inflammation chronique ou infection chronique. Donc, c'est un peu aspécifique hein, quand même, mais voilà, comme ça vous avez une idée. PLN, c'est quoi? Protéinosine néphropathie? Néphropathie, quand il y a une glomérulopathie par exemple et qu'il y a une perte de protéines par des reins. Donc, à cause d'une glomérulonéphrite, amyloïdose, des choses comme ça. Une glomérulopathie plutôt. Voilà. Si on fait ensuite le même pour une polyphagie, c'est quoi votre différentiel pour ça? Hyperthyroïdie. Oui. Le Shing aussi. Mhm. Ça peut être comportemental. Mhm. C'est s'il reçoit la prénisolone ou un autre médicament qui peut faire ça, mais là, il n'a pas de traitement, donc c'est pas ça. Oui, mais bon, ça, ici, c'est vrai, le chat n'a pas reçu de traitement, mais c'est aussi très important. Par exemple, on sait bien que le phénobarbital, par exemple, donne une polyphagie. Donc, ou les corticos. C'est très simple, ça donne une polyphagie. Donc, c'est toujours très important. Oui, c'est une partie de notre différentiel. Mais ici, dans ces cas-là,
n'était pas le cas, mais quand même, c'est quelque chose qu'on va garder en tête, c'est clair. Diabète sucré? Parfait. Donc, voilà. Donc, oui, les chiens en lactation, en gestation, hyperthyroïdie, comme quelqu'un a dit, diabète sucré, psychogène, alors, aussi un IPE, donc une insuffisance pancréatite exocrine. Ça existe aussi chez les chats. Les parasites, un lymphangiectasie, un IBD, hypoglycémie, par exemple, ou une nourriture bas en calories, ça peut tout donner une polyphagie, alors. Donc, voilà. Si on fait le même pour PUPD, c'est aussi un peu large, mais c'est aussi très important pour vous que vous connaissez bien la différentielle d'une PUPD parce que c'est un problème assez qu'on voit assez souvent. Bah, diabète sucré aussi. Cushing. Maladie rénale chronique. Bah, de nouveau psychogène. Oui, bien sûr. Ouais, les médicaments, certains médicaments. Oui, c'est ça. Voilà, donc diabète sucré, comme quelqu'un a dit, maladie rénale chronique, une hyperthyroïdie aussi, des problèmes hépatiques, maladie de Cushing, une hyperaldostéronisme aussi chez les chats. C'est aussi une maladie qu'on voit pas si souvent, mais c'est plutôt un problème au niveau des surrénales où il y a une hypernatrémie et hypocalémie, pyélonéphrite, pyomètre, néoplasie, secondaire à la prise de médicaments et psychogène. Donc, voilà, c'était assez complet. Voilà. Et ensuite, pour vomissement chronique, en gros, on dit 2 catégories pour faire un peu la différentielle. Donc, on a des problèmes plutôt. Donc, en gros, 2 catégories déjà pour commencer. On peut dire que c'est des problèmes localisés au niveau Intestin, grêle ou côlon? vomissement plutôt. Ah, pardon. Digestif. Digestif et extra-digestif, ouais. Digestif. Voilà. Donc, c'est toujours très important pour vous que vous faites un peu la différence entre des problèmes plutôt gastro-intestinaux ou digestifs et gastro-intestinal ou liés dans l'abdomen ou extra-abdominal, mais c'est juste pour vous pour que ça soit un peu plus clair. Donc, des problèmes gastro-intestinaux, c'est quoi par exemple, donc liés au niveau de l'estomac? Les ulcères. Ouais. Une sténose pylorique. Dans la plupart des cas, ça donne, oui, ça doit donner des vomissements, oui. Quoi d'autre? Des causes infectieuses. Causes alimentaires aussi. Oui, bien sûr. Une intoxication. J'ai pas compris le dernier. Des AINS? Oui, Torsion. oui, Ouais, un toxique. Une intoxication. oui. Par exemple, gastrite, des trucs infectieux, des corps étrangers, des obstructions, des ulcérations, hypomotilité et des tumeurs aussi, toujours. Hein. Si on fait le même pour des vomissements chroniques suite à des causes qui sont extra-gastro-intestinales, donc pas liées à l'estomac ou des intestins, on pense à quoi plutôt? Donc encore un, donc oui. On peut avoir déjà des problèmes au niveau central, non? Des médicaments qui stimulent le centre du vomissement. Bon, je dirais plutôt que c'est extra-abdominal, mais oui, c'est correct pour eux. Insuffisance rénale ou hépatique. Exact, oui. Les néoplasies aussi. Des problèmes aussi au niveau du pancréas, par exemple, une pancréatite aiguë ou chronique, ça peut aussi donner des vomissements chroniques. Si pyélonéphrite, pyomètre, et problèmes hépatiques, MRC, bien sûr, ou tumeurs, n'importe où alors.
et des problèmes extra-gastro-intestinaux, extra-abdominaux, par exemple, donc des problèmes métaboliques, endocriniens, vous pensez à quoi? Hyperthyroïdie? Mhm. Diabète aussi? Diabète sucré? Oui, mais plutôt peut-être un diabète cétoacidosique alors. Donc, quand c'est Oui. vraiment dans un état, où on est vraiment dans un état un peu mal contrôlé, oui. Ça peut donner des vomissements. Par exemple, un Addison aussi, hein. Ouais, Les j'avais demandé, maladies c'est Addison. d'Addison. Et, médicaments aussi, intolérance à l'alimentation. Mais bon, l'Addison, j'ai pas mis ici parce que c'est un chat et la maladie d'Addison, on voit ça très, très, très rarement chez un chat, mais n'oublie jamais que ça peut aussi donner des vomissements chroniques alors. Voilà. Si on fait le même un peu pour une diarrhée chronique, on peut aussi faire la différence entre gastro-intestinal et extra-gastro-intestinal. Donc, au niveau extra-gastro-intestinal, on a aussi des problèmes au niveau pancréatite, problèmes hépatiques, MRC, hyperthyroïdie, intoxication des médicaments. Donc, un peu le même comme chez des vomissements chroniques alors. Et si on parle des problèmes gastro-intestinaux, on parle plutôt de... Tu peux remplir un peu? Quoi cause une diarrhée chronique chez le chat, par exemple? Ben, de nouveau, un néoplasme, non? Quoi? Vous avez dit... Ouais, exactement. Une tumeur ou... Tumeur toujours, malheureusement, sur la... Entérite? Une entérite chronique, par exemple, oui. Une IBD, allez, eosinophilique, lymphoplasmacytaire. Encore des autres options? Une obstruction? Un corps étranger, ouais. Ouais, exact. Donc, un peu le même nombre de choses infectieuses, donc toujours des parasites, une intolérance à l'alimentation aussi. Aussi une insuffisance pancréatique exocrine, ça peut aussi donner une diarrhée chronique. Lymphangiectasie, une IBD, donc une entérite lymphoplasmacytaire ou entérite éosinophilique. Une tumeur ou une antibiotic responsive diarrhea, par exemple, ça peut donner une diarrhée chronique. Voilà, et en dernier, la différentielle pour une hypertension, vous avez une idée aussi? Les causes les plus fréquentes alors? Ouais, Ça peut être un mécanisme compensatoire, non? Si on a un problème cardiaque. Tendinitis. Un problème cardiaque. Et le deuxième, j'ai pas bien compris. Non, enfin, ça, pareil, je disais cardiomyopathie. Ok, oui. Le stress? Problème rénal. Oui, stress, toujours. Oui, ouais. C'est très important. N'oubliez jamais le stress. Vraiment, ça joue un rôle. Maladie rénale. Oui. Exact. Le diabète et le Cushing, non? Bah, chez un Cushing, plutôt oui. Diabète, ouais, parfois, mais pas si souvent, oui. Encore quelque chose? Idiopathique? Oui, toujours. Si on trouve rien du tout, mais bon, c'est toujours difficile pour voir un peu est-ce que c'est lié au stress ou est-ce que c'est idiopathique. C'est pas facile pour faire la différence entre les deux. Donc voilà. L'hyperthyroïdie aussi, hein. Donc, et aussi chez le chat, l'hyperaldostéronisme, ça peut aussi donner une hypertension suite à une hypernatrémie. Alors, donc voilà.
Donc, ça, c'est la liste. Est-ce qu'il y en a des examens complémentaires que vous voulez faire pour voir un peu à quel niveau on est, pour être un peu plus précise alors? Prise de sang? Oui. On peut tester la T4 justement pour l'hyperthyroïdie. Mhm. On peut faire une analyse urinaire aussi pour voir s'il n'y a pas une maladie rénale. Voilà, donc on peut commencer avec un bilan sanguin et analyse urinaire. Donc, parfait. Donc, voici l'hématologie. Donc, ça, c'est la première partie au niveau des globules rouges, alors, que vous voyez. Donc, avec l'hématocrite, les radiculocytes. Et voici des leucocytes et des plaquettes, alors. Il y a quelque chose qui vous choque, alors, ou pas vraiment? Non. Donc, semble assez normal. Hein? Donc, pas grand-chose. Donc, on voit au niveau des leucocytes que c'est parfait, les plaquettes aussi. L'hématocrite, c'est aussi normal. On peut poser la question, est-ce que c'est vraiment significatif, oui ou non, que les réticulocytes sont augmentés? Ça peut être juste lié au stress aussi. Hein. Il y en a quelques globules rouges qui sortent de la rate suite à un stress. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose. Si le chat était en anémie, OK, le taux de réticulocytes est assez important, mais aussi, je pense qu'on peut s'en mettre un peu à côté. Donc, l'hémato, assez normal. Ensuite, la biochimie. On n'avait pas la T4 ici, hein, donc on n'avait pas testé parce qu'on n'avait pas ça ici pour contrôler. Donc, voilà, je vous laisse quelques temps pour regarder la biochimie. Donc, on a la biochimie complète et les électrolytes. Il est en hyperglycémie, en hypokaliémie. Hyperglycémie, ça fait quand même penser à un diabète ou un Cushing, ou alors le stress. Stress. Exact. Donc, on a la glucose qui est légèrement augmentée quand même. Comme tu dis, ça peut être lié juste au stress ou il est associé avec un diabète sucré ou possible Cushing. Mais bon, le Cushing, c'est aussi très rare chez les chats, mais on ne peut jamais oublier ça. Le potassium, ici, honnêtement, ça ne fait pas peur. Pour dire qu'il y a une hypokaliémie, c'est très, 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 très légère alors. Donc, on peut recontrôler, mais je trouve ça pas si important ici. Ici, la LAT, donc un des enzymes hépatiques, est aussi 2 fois les normes environ. Donc, c'est quand même légèrement augmenté. Donc, pour moi, le plus important ici, c'est l'hyperglycémie et les ALAT qui sont 2 fois les normes. On a ensuite fait l'analyse urinaire qui montre alors une densité urinaire à 1010. Est-ce que c'est normal pour vous ou pas? Oui. C'est 1008-1012, non? Non. 35. Ouais, c'est ça. Donc, c'est trop bas ici. Donc, on parle plutôt d'une isosténurie ici. Donc, c'est trop bas. Donc, comme ta collègue a dit, c'est plutôt vers 1030, 1035. Ensuite, donc, on a fait la densité urinaire avec le réfractomètre, alors qui est trop bas, donc une isosténurie. On a ensuite fait un petit tigette pour voir un peu s'il y a du sang dedans, du glucose, protéines, corps cétonique, bilirubine, urobilinogène, nitrite, etc. Mais c'est tout négatif. Donc, on n'a pas de glucose, pas de sang, pas de protéines, avec un pH assez normal. Et on a ensuite on a vite regardé les urines avec le microscope, donc on a regardé les sédiments qui ne montrent pas du tout des cristaux, et on a ensuite regardé la cytologie pour voir un peu si on a des cellules inflammatoires, si on a des bactéries, mais on n'a rien du tout. Donc, on a juste une isosténurie alors. C'est tout. Donc, pas de glucosérie, pas de protéinurie, pas de sang, ou pas de cristaux, pas de bactéries, donc pas de signes d'infection ou inflammation. Donc, si on adapte un peu notre liste de problèmes, on a une hyperglycémie en plus, donc perte de poids, polyphagie, PEPD, vomissement chronique, diarrhée type intestin irréel chronique, tachycardie, hypertension, changement de comportement, hyperglycémie, ALAT 2 fois les normes et une isosténurie alors. Donc, si on n'avait pas encore été 4, mais si on adapte déjà un peu notre différentiel d'une perte de poids avec tous les résultats qu'on a, avec notre bilan sanguin et l'analyse urinaire, est-ce qu'il y en a des choses qu'on peut déjà exclure sur cette liste ici, pour vous?
Moi, j'exclurais la malnutrition, par exemple. Ouais, ça, oui, on peut bien demander ça au propriétaire, hein, c'est ce que vous donnez à manger à votre chat, oui ou non? Mais ouais. Disons que je laisse maldigestion, malabsorption, diabète sucré, ça on garde, non? Bah, ouais, maldigestion, malabsorption, on n'a pas de vraies images d'une échographie pour voir un peu si le paroi est anormal, oui ou non. Donc, ouais, le diabète sucré, je suis d'accord avec toi. On n'a pas, ok, on a une hyperglycémie, mais on n'a pas de glucosurie. Donc, je pense Mhm. qu'ici, dans ces cas-là, l'hyperglycémie était plutôt liée au stress, alors que donc, je pense qu'un diabète sucré, qu'on peut exclure tout ça. La Est-ce adrénaline chronique, on garde. que, oui, ouais, non. On a vu que la créatinine et l'urée étaient vraiment bien dans les normes. Ah oui. Donc, je pense que c'est beaucoup moins probable. Mais c'est vrai, je pense à une maladie rénale chronique parce qu'on a une isosténurie encore ou... Oui, c'était à cause de ça. Ouais. Oui, c'est très bien, on avoue, mais je pense qu'on peut plus ou moins exclure ça vu que la créatinine et l'urée étaient bien dans les normes, c'était pas limite, allez, c'était pas norme supérieure ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on peut toujours recontrôler une SDMA, par exemple, pour être complet. Mais je pense ici, dans ce cas-là, qu'on peut plus ou moins mettre ça. Donc, voilà. Donc, je pense, oui, malnutrition, oui, on peut voir un peu, mais je pense qu'une compétition avec des autres chats qu'on peut exclure, on n'avait pas du tout, il n'y avait pas d'autres chats à la maison, c'est un chat qui reste en intérieur. Les problèmes dentaires, buccales, oui, ça, on peut regarder sur notre examen clinique pour voir un peu si on a des ulcères ou des signes de gingivite, stomatite ou quelque chose comme ça, qui n'était pas ici le cas, mais bon. Diabète sucré un peu exclu pour moi, une protéinuse, une néphropathie, donc une glomérulopathie, je pense que c'est moins probable. C'est pour ça que je l'ai mis en orange parce que normalement, si on a ça, on a une hypoalbuminémie plutôt, donc l'albumine qui est trop bas, et aussi on a une protéinurie, ce qui n'était pas le cas ici. Donc je pense qu'on peut plus ou moins exclure ça, même avec une PLE alors, donc une protein losing entéropathie. Il y a aussi dans la plupart des cas une hypoalbuminémie, mais ce qui n'était pas du tout le cas ici. Mais bon, on n'a pas eu une écho pour voir un peu les images intestinales. Et aussi les maladies rénales chroniques, je pense qu'on peut exclure aussi ici. Donc, le même, si on adapte un peu notre différentiel pour une polyphagie, est-ce qu'il y en a des choses qu'on peut exclure pour vous? L'hypoglycémie. Lactation, gestation, elle est trop vieille. Ouais, exact. Le diabète sucré, pareil. Ouais. Parasite, après, il est censé être vermifugé. Ouais, c'est moins probable. Ça veut dire, hein, même si un chat est bien vermifugé, je pense qu'aussi, c'est pour ça que j'ai mis en orange, on n'est jamais 100% sûr, mais bon, c'est moins probable que ce sont que des parasites qui causent ces problèmes-là. Alors, vu que c'est un chat qui est son bien vermifugé. Mais bon, pour le reste, je suis d'accord avec vous qu'on peut exclure une lactation, gestation, diabète sucré, hypoglycémie et parasites, plus ou moins alors. Si on fait le même pour une PIPD, est-ce qu'on a des choses alors pour exclure? Pylonéphite, piomètre, on n'a pas d'augmentation de... Non. Bah, piomètre, c'est un chat stérilisé, donc ça, on peut exclure. Ouais, c'est ça. Pyélonéphrite, on n'a pas, oui, Ouais, on on n'a n'a pas pas de... de signes d'infection ou inflammation dans notre analyse urinaire, ni on a des valeurs rénales qui sont augmentées. Donc, oui, mais on a aussi ici, on n'a pas des images échographiques qui sont compatibles avec une possible pyélonéphrite, mais c'est moins probable. Je suis d'accord avec toi. Donc, le diabète sucré, bah, ça, on avait déjà exclu, donc ou non. MRC, pour moi, moins probable aussi. Hyperthyroïdie, on n'a pas encore le T4, donc on ne peut pas exclure. Problème hépatique, on peut l'exclure ou non? Oui. Non. On peut le garder en tête parce que les alertes sont augmentées. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais. Maladie de Cushing, je pense que c'est possible. On Ou l'exclut.
Cushing, pour moi, on peut l'exclure, non? Bah, ouais, c'est hyper rare. Ça existe chez le chat, hein, mais c'est très, très, très rare. Si on veut être sûr, on peut faire un test simulation à l'ACTH ou un test de freination ou commencer avec une écho pour regarder un peu les surrénales. Mais c'est très rare chez le chat. Mais ça existe. Donc, si tu as un cas de Cushing, tu peux m'envoyer un message alors chez le chat. Je ne l'ai jamais vu, mais bon, ça existe vraiment. L'hyperaldostéronisme, c'est aussi une maladie un peu rare, mais qui existe quand même chez le chat. Et là, on a plutôt alors une hypernatrémie et une hypokaliémie. Est-ce que c'était le cas ici? On peut l'exclure à base de notre bilan sanguin? On n'avait pas ça. On avait, donc attends, je vais chercher. Voilà, donc on a ici le sodium, donc qui était à 161. Donc, la norme, et pour potassium qui était très, très, très légèrement diminué. Mais est-ce que tu penses qu'on peut exclure cette maladie-là? Bon. Oui. Ouais. Je suis d'accord avec toi, oui. Donc, je pense qu'on peut plus ou moins exclure ça. Je suis déjà un peu trop loin, désolé. Voilà, donc épiomètre et aussi la prise de médicaments, donc ça on peut exclure parce que vu le chat n'était pas sous traitement, on n'a pas reçu un traitement dans le passé alors. Donc voilà. Pour des vomissements chroniques, on peut exclure gastrite, infectieuse, correcte rongée, obstruction, hypomotilité ou néoplasie. Avec juste votre bilan sanguin et analyse urinaire. Une cause infectieuse, peut-être, on pourrait enlever? Oui, peut-être. Mais les autres, on peut? Non. Bah, non, on peut rien exclure. Non, on ne peut pas exclure. Donc, je laisse ça comme ça. Pour une pancréatite, on peut l'exclure ici. C'est aussi une maladie un peu spécifique qui peut donner un peu n'importe quoi. Vous pensez qu'on peut l'exclure ou pas? Personnellement, je sais pas. Bah, ici, je pense c'est aussi un peu double. De l'un côté, une pancréatite, ça donne plutôt une douleur abdominale qu'on n'avait pas ici. Ça donne aussi plutôt des animaux qui sont en anorexie. Et ici, on a le contraire. Alors, on a un animal qui est en polyphagie. Mais une pancréatite, ça peut donner des vomissements chroniques ou une diarrhée chronique. Donc, on ne peut pas l'exclure complètement, mais je pense que c'est beaucoup moins probable. Donc, le même avec le pyélonéphrite qu'on a déjà discuté avant, je pense qu'on peut aussi plus ou moins mettre ça à côté. Mais bon, on n'a pas des images échographiques non plus pour être sûr, mais je pense que c'est beaucoup moins probable ici aussi. Et les problèmes hépatiques aussi, OK, on n'a que les alates qui sont légèrement augmentées, mais on ne peut pas exclure complètement. Ici, donc, l'hyperthyroïdie, on n'a pas le T4 parce qu'on ne peut pas le faire ici. Intoxication semble moins probable pour le propriétaire aussi. Médicaments non plus. Intolérance à l'alimentation, oui, on ne peut pas exclure non plus, mais voilà. Peut-être. Même au niveau diarrhée, donc on a un peu les mêmes problèmes, je pense, qu'on garde. Et aussi au niveau gastro-intestinal, est-ce qu'il en a des choses qu'on peut exclure ou pas vraiment pour vous? Infectieuse. Ouais. Bon, là, peut-être l'antibiotique responsive diarrhea. On ne sait pas, hein. On n'a pas encore donné des antibiotiques, donc on ne sait pas. On ne peut pas vraiment exclure. Donc, je garde aussi, oui, avec infectieuse, plus ou moins, on peut peut-être exclure, mais je garde aussi plutôt ça, comme ça. Et en dernier, alors, notre hypertension, on a déjà exclu le MRC, diabète sucré, hyperaldostéronisme. Et oui, plus ou moins maladie de Cushing. Ouais, c'est très rare, mais bon, je ne peux pas complètement exclure à base de ce bilan sanguin ici ou l'analyse urinaire. Donc, c'est quoi pour vous la prochaine étape ici?
On peut doser la T4? Oui. Des examens complémentaires. Mhm. Donc, de toute façon, on va envoyer T4. Ça reste un chat âgé avec des signes qui sont quand même qui sont peut-être compatibles avec une hyperthyroïdie. On peut faire une échographie abdominale. Est-ce que ça va être utile ou est-ce qu'on attend le T4? Ça dépend un peu des propriétaires, je trouve. Ici, moi, j'ai plutôt la tendance de dire on fait d'abord le T4 avant de faire une échographie abdominale. Mais bon, par exemple, si les gens viennent ici à la clinique, par exemple, et ils viennent de loin et ils veulent quand même faire l'écho, c'est pas une erreur de le faire, mais je sais pas, je pense si tu es en cabinet dans le privé alors, je pense que c'est correct de juste commencer avec envoyer un T4 maintenant. Ici, on avait quand même fait l'échographie abdominale qui montre rien du tout. Donc, c'était vraiment normal. Donc voilà, donc si on adapte aussi de nouveau un peu notre différentiel au niveau perte de poids, je pense qu'on peut ici garder une possible malnutrition, possible maldigestion, malabsorption quand par exemple la vitamine B12 est trop bas, et un possible problème cardiaque, une hyperthyroïdie, on peut garder, mais je pense qu'une néoplasie, vu qu'on n'avait rien en écho, je pense qu'on peut s'en mettre à côté. Même comme une inflammation chronique, on n'a pas vraiment une leucocytose, on n'a pas des signes de paroi épaissie au niveau estomac ou intestin, donc je pense qu'on peut mettre ça à côté aussi. Si on fait le même avec notre différentiel de polyphagie, vu que l'écho était bien normal, je pense qu'on peut exclure néoplasie aussi, signe de lymphangiectasie IBD, et on garde l'hyperthyroïdie en IPE ou juste une polyphagie psychogène. Même pour le PEPD, vu que l'écho était normal, un problème hépatique, est-ce que ça reste possible pour vous? Pas vraiment. Le foie était vraiment normal, donc de taille normale, pas de nodules, pas grand-chose. Moi, pour moi, j'aurais quand même pensé à ça. Non? Ça reste possible pour vous? Le problème hépatique? Oui, ça reste possible pour vous ou pas? Oui. Oui, pour être sûr, on peut toujours faire, parce que, OK, des enzymes hépatiques qui sont augmentées, c'est un peu aspécifique. Si on veut vraiment tester le fonctionnement du foie, on peut faire un autre test. C'est quel test exact, vous savez? Les triglycérides? Non, Pas d'épreuve, hein. pas de preuve. Oui, c'est plutôt ça. Voilà, maladie de Cushing. Le surrénal était normal, vu que c'est très rare chez le chat, je pense qu'on peut mettre ça à côté. Donc voilà, problème hépatique, je l'ai ici mis en rouge parce que pour moi, les valeurs hépatiques, c'était juste la latte. C'était très, très, très légèrement augmenté. Mais bon, je suis aussi d'accord avec vous, si on veut être 100% sûr, on peut encore faire un test, ne demanderait pas d'épreuve, mais bon. Au niveau vomissement, je pense qu'on peut exclure cette liste-là ici. Donc, on n'a pas, peut-être infectieuse, mais on n'a pas de signe gastrite, ni de corps étranger, ni d'obstruction ou hypomotilité ou néoplasie. Même ici, je pense qu'on peut garder l'hyperthyroïdie et l'intolérance à l'alimentation, vu qu'on n'a pas fait un test avec l'alimentation. Pour la diarrhée aussi, je pense que l'hyperthyroïdie reste possible. Le même, alors, ici qu'on peut exclure un peu tout, sauf peut-être IPE et intolérance à l'alimentation ou l'antibiotique responsive diarrhea alors. Et pour l'hypertension, qu'on peut exclure alors la maladie de Cushing, on garde l'hyperthyroïdie, problème cardiaque, stress ou juste une hypertension idiopathique. Donc voilà, notre diagnostic. Si on fait tous les différentiels, tous les possibles réponses alors pour chaque différentiel, je pense qu'on est assez clair qu'il y a toujours l'hyperthyroïdie qui revient chez ce chat. Et donc, on a reçu après les résultats du T4 qui était augmenté, donc faire 67 microgrammes par litre. Et c'était augmenté, donc on a ici un cas avec une hyperthyroïdie alors. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu l'hyperthyroïdie chez le chat? Un peu juste une petite introduction.
est-ce qu'on voit ça souvent? Est-ce que c'est une maladie rare chez le chat ou est-ce que c'est Oui, plutôt c'est chez les chats âgés, chez les chats jeunes? Non, c'est pas rare chez le chat âgé. C'est la maladie endocrinienne la plus fréquente chez les chats. C'est ça. Exact, c'est ça. Donc, on voit ça très souvent. Donc, l'hyperthyroïdie, c'est vraiment, comme tu as dit, vraiment la maladie hormonale la plus fréquente chez les chats. Et c'est plutôt, on voit ça, la plus fréquente, cette maladie est diagnostiquée chez les chats âgés. Donc, plutôt quand ils ont plus que 10 ans, alors. C'est plutôt causé par une augmentation de la production des hormones thyroïdiennes, alors. Donc, et dans 98% des cas, c'est à cause d'une hyperplasie ou une adénome de la thyroïde. Donc, c'est plutôt bénigne alors. Donc, c'est pas quelque chose, ce ne sont pas des nodules malignes. Dans 2% des cas, c'est à cause d'un carcinome thyroïdien. Donc, c'est très rare que c'est vraiment quelque chose de maligne alors. Donc, voilà. Ici, on a un petit schéma pour la physiologie. Donc, on sait bien que les hormones thyroïdiennes, ils sont responsables pour le métabolisme d'un chien ou un chat ou chez les humains alors. Donc, sûrement de tout le monde alors. Et quand il y a une augmentation de la concentration de ces hormones thyroïdiennes, donc le chat ou le chien est vraiment dans un état hypermétabolique. Normalement, la production des hormones thyroïdiennes sont contrôlées par l'hypothalamus alors et l'hypophyse. Et quand il y en a des adénomes thyroïdiennes ou des carcinomes thyroïdiennes, ils produisent lui-même alors les hormones thyroïdiennes sans être contrôlés par l'hypothalamus et l'hypophyse. Et quand il y a par exemple une hyperplasie bénigne de la thyroïde, c'est associé plutôt avec une hyperplasie bilatérale dans environ 70% des cas. Au début, c'est possible qu'il n'y a qu'une lobe qui est en hyperplasie et après quelques temps, qu'il y a l'autre qui devient en hyperplasie aussi. Donc, voilà. Donc, des symptômes les plus typiques chez les chats thyroïdiennes, c'est un peu comme on avait ici. Alors, chez ce chat présenté ici, donc c'est plutôt associé avec une perte de poids, une polyphagie, une PEPD, un trouble digestif, un changement de comportement. Mais parfois, on a aussi, on n'a pas toujours tous les symptômes qui sont là hein, chez ce chat. Et parfois, on a aussi des chats qui restent quand même asymptomatiques. Donc ça, c'est possible. Voilà. Et ce qui est très important aussi quand tu as un chat plutôt âgé dans votre cabinet, qui se présente dans votre cabinet, qui présente avec des symptômes comme ça ou un peu aspécifiques, ça vaut toujours la peine de palper un peu des nodules pour voir un peu si on peut palper des nodules thyroïdiens. Donc, dans 70% des cas, ils sont palpables, mais je trouve ça pas hyper facile pour les palper. Honnêtement, c'est vraiment une technique un peu spécifique. Et en gros, il faut, comme mis dans la photo là, alors, il faut vraiment mettre le chat assis et ensuite faire une extension de la tête pour que le cou ventral est bien palpable alors. Et donc, avec l'autre main, on va bien palper le cou ventral et parfois, on sent un petit nodule caudal du larynx et latéral de la trachée. Est-ce que vous pensez que la plus grande... Est-ce qu'il y a pour vous... Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la taille de la nodule et la sévérité de l'hyperthyroïdie ou pas? Ou pas forcément? Je sais pas. Ouais, donc il n'y a pas vraiment d'évidence que de plus grande la nodule, de plus sévère la maladie. Donc c'est pas parce qu'il y a vraiment une nodule d'une grande taille alors, ça ne veut pas dire que le T4 va être explosé. Donc il n'y a pas vraiment un lien entre les deux. Lors de l'examen clinique, on a souvent une tachycardie dans environ 50% des cas, ce qui était alors le cas ici, chez ce chat présenté ici. Dans 40% des cas, on a aussi un souffle cardiaque et aussi dans 15% des cas, il y a aussi un rythme de galop. Comme on dit, est-ce que vous avez une idée pourquoi on voit ça?
Bah, la tachycardie, c'est pas parce qu'il est en hypermétabolisme, enfin, il y a tout qui a Mhm. accéléré. Ouais, donc, ouais, c'est ça, parce que les hormones thyroïdiennes, ils ont vraiment un effet chronotrope et inotrope, positif inotrope, oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, un peu comme tu dis, et aussi, parfois, ces chats-là, donc les chats hyperthyroïdiennes, ils ont aussi souvent une cardiomyopathie hypertrophique secondaire à cause d'une augmentation de l'expression des protéines myocardiques. Donc, c'est toujours très intéressant. Si tu as un chat âgé, avec un soufflet cardiaque plutôt parasternal et qui a une échocardiographie compatible avec un CMH, c'est toujours intéressant d'envoyer ou de mesurer le T4 alors pour voir un peu si c'est vraiment primaire ou plutôt secondaire, le CMH. Donc, voilà. Donc, quand on fait, donc vraiment faire une analyse urinaire ne va pas t'aider vraiment pour diagnostiquer une hyperthyroïdie. Donc, quand on avait ici dans notre cas, dans la plupart des cas, il n'y a qu'une isosténurie suite à la PUPD, et le reste est un peu aspécifique. Donc, ça ne va pas t'aider vraiment. Et au niveau bilan sanguin, est-ce qu'on a parfois des anomalies au niveau de l'hématologie ou pas vraiment? Est-ce que vous pensez qu'on voit parfois des anomalies au niveau de l'hématologie chez des cas hyperthyroïdiens ou pas forcément? Mais encore l'hyperglycémie. J'ai pas bien compris, désolée, c'était pas très clair. L'hyperglycémie. J'ai pas bien compris, désolée. C'est possible d'avoir une hyperglycémie, non? Avec la Ah oui, mais plutôt en hématologie. Donc les Ah, globules rouges, des blancs, plaquettes. Ouais, désolée. On n'aura pas vraiment d'anomalie. Dans la plupart des cas, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment des grosses anomalies sur l'hématologie. Parfois, et vraiment parfois dans les cas sévères, on a parfois une pancytopénie. C'est par exemple, donc il y a une anémie, panleucopénie et thrombocytopénie parce que les hormones thyroïdiennes, ils actent aussi sur la moelle osseuse et quand c'est très sévère, très chronique, ça peut causer une pancytopénie, mais c'est vraiment dans des cas rares et très sévères. Donc, voilà. Au niveau de la biochimie, on voit très souvent une augmentation des paramètres hépatiques, donc par exemple la late qui était augmentée ici et aussi parfois les PAL. Et ça, c'est plutôt secondaire à une congestion du foie ou une hepatic stress. Alors, donc c'est un peu aspécifique. Et aussi, dans 25% des cas, une azotemie sera présente aussi parce que, oui, quand on a des chats hyperthyroïdiens, on a aussi des chats un peu âgés. Et parfois, donc, les chats, ils ont et une hyperthyroïdie et une maladie rénale chronique. Voilà. Mais vraiment, le dosage de l'hormone thyroïdienne, donc le thyroxine ou le T4 dans le sang, est vraiment le test de choix à réaliser quand on suspecte vraiment une hyperthyroïdie. Et pourquoi il y a une congestion du foie? Ça, c'est vraiment à cause, ça peut être secondaire à l'état hypermétabolique alors, donc c'est un peu aspécifique vraiment. D'accord, merci. C'est vraiment, des enzymes hépatiques, on voit ça souvent, mais ça veut pas beaucoup dire honnêtement chez une hyperthyroïdie. Mais donc voilà, comme ça c'est un peu complet, mais ça veut pas dire grand chose. Donc voilà. Donc pour le diagnostic, on préfère de faire doser le T4 alors. Il existe aussi une autre manière pour diagnostiquer une hyperthyroïdie. On peut réaliser par exemple une scintigraphie de la thyroïde. Celui-ci, c'est pas disponible ici à Liège, à la clinique. On peut le faire à la faculté à Gand, par exemple, ou en étranger, mais on peut pas le faire ici à Liège. Mais c'est aussi une méthode qui est très sensitive et très intéressante, plutôt pré-chirurgicale, par exemple, pour évaluer s'il n'y a qu'une nodule ou si c'est bilatéral et pour voir, pour vérifier si on n'a pas de nodule ectopique, par exemple. Le seul inconvénient est le fait que c'est très cher et c'est aussi sous sédation. Donc, je sais pas si vous me voyez comme ça, si je montre cette souris-là.
Donc, en gros, ici, on a des glandes salivaires avec donc ça, c'est la tête. Et ici, voilà, la cavité thoracique. Et ici, on a des glandes salivaires. Ici, les deux choses-là, ce sont des thyroïdes, alors. Et ici, c'est l'estomac. Donc, comme ça, vous avez une idée. Mais bon, on peut le faire, mais on n'a pas ça ici. Et parfois, ça suffit de faire juste doser un T4. Hein. J'ai pas bien entendu à quoi ça servait la scintigraphie. Ça a coupé quand même. La scintigraphie, ça peut être intéressant quand, parfois, parfois, on a un T4 qui est normal, malgré le fait que tu as vraiment une forte suspicion d'une hyperthyroïdie. Ou parfois, et donc pour ça, quand tu es vraiment persuadé que tu as un chat hyperthyroïdien, mais le T4 reste normal, on peut dire, OK, on peut faire une scintigraphie pour vérifier un peu les nodules, s'ils sont augmentés de taille, oui ou non. Mais c'est plutôt aussi intéressant, par exemple, avant de faire une chirurgie, donc les différentes méthodes de traitement, je vais vous encore expliquer. Mais donc, il existe alors la chirurgie pour enlever les nodules thyroïdiens. Alors. Et ça peut être intéressant de faire une scintigraphie avant la chirurgie pour voir un peu est-ce qu'on n'a qu'une seule nodule, est-ce que c'est bilatéral ou est-ce qu'on a aussi des nodules ectopiques, par exemple, au niveau, est-ce qu'on a des nodules, parce que, par exemple, au niveau du cœur, au niveau de la trachée, qui produisent aussi des hormones thyroïdiennes. Ça existe aussi, ce sont plutôt des tumeurs ectopiques alors. Donc, c'est juste pour ça que ça peut être intéressant. Mais c'est un peu... C'est pas toujours nécessaire, honnêtement. C'est très spécialisé. Donc, voilà. Au niveau de traitement, est-ce que vous avez une idée des options différentes d'un traitement chez des chats hyperthyroïdiens? Est-ce que vous avez une idée des possibles traitements? Des traitements qui diminuent le taux hormonal de T3 et T4. C'est le carbimazole, non? Je sais plus. Le méthimazole, oui. Bon, carbimazole, ça existe aussi, mais c'est plutôt aux États-Unis, oui. Donc, un traitement médicamenteux, oui. On peut donner de l'iode. Non. Justement, il faut diminuer l'iode Et Ouais, dans l'alimentation. radioactif, je sais plus. Ah, l'iode radioactif. Oui, ouais. Donner une alimentation spéciale. Exact. Et comme j'avais déjà dit, une chirurgie aussi. Ça existe aussi. Et voilà. Donc, on a un traitement médicamenteux avec le méthimazole. On a une alimentation spécifique. On a une possible chirurgie. On a la radiothérapie avec... voilà. Donc, au niveau traitement médical, ça consiste alors de donner du méthimazole péros au chat, ou c'est le félimazole. Et le méthimazole, ça va diminuer la synthèse des hormones thyroïdiennes alors. Donc, ce médicament, ça n'a aucune influence sur des hormones thyroïdiennes qui sont déjà synthétisées, ni la libération alors. Et donc, l'effet clinique n'est donc perceptible qu'à partir du moment où le stock préformé en hormones thyroïdiennes est épuisé alors et que la concentration plasmatique des hormones est diminuée. Donc aussi, c'est vraiment un traitement à vie. La dose recommandée, c'est environ à commencer à 2,5 mg par chat, une fois ou 2 fois par jour. Et idéalement, on fait un contrôle chaque 3 semaines, les premiers 3 mois alors. Pour voir un peu, pour contrôler le dosage et les possibles effets secondaires. Et pendant chaque contrôle, on va contrôler le T4 et aussi une hématologie sera réalisée pour détecter une possible atteinte de la moelle osseuse. Et quand tout va bien, donc les premiers 3 mois, quand tout se passe bien, alors on peut faire des contrôles chaque 3 à 6 mois. Et le but du traitement, c'est vraiment d'obtenir une valeur de T4 qui est bien dans les normes alors. Donc voilà. On a aussi des effets secondaires avec ce traitement-là. C'est dans environ 20% des cas, donc c'est assez beaucoup, je trouve, honnêtement.
Et plutôt, les effets secondaires sont plutôt observés les premières 3 à 4 semaines du traitement. Et des possibles effets secondaires sont des changements hématologiques légers. Donc, parfois, on a une très légère anémie ou une très légère eosinopénie, par exemple. Parfois, on a aussi des troubles digestifs. Donc, parfois, on a des vomissements ou une diarrhée secondaire à la prise du médicament. Mais dans des cas sévères, on a aussi une pancytopénie créée par le médicament ou une hépatopathie ou aussi une automutilation alors du chat. Et dans ces cas-là, il faut vraiment arrêter le traitement. Donc, voilà. Donc, on a quand même aussi des effets secondaires avec ce traitement-là et c'est pour ça qu'on fait aussi des contrôles assez souvent. Donc, voilà. Donc, outre un traitement médical, il existe aussi une alimentation spécifique. Donc, c'est de Hills, c'est le YD. Cette alimentation apporte très peu d'iode alors et prive ainsi la glande thyroïde de ce qui permet la fabrication de l'hormone alors. C'est très important d'aller vraiment d'éviter impérativement tout autre apport alimentaire. Et cette alimentation, donc, ça peut être un peu difficile chez des chats parce qu'on sait bien, les chats, ils sont pas très faciles parfois. Et donc, c'est très important que le chat aime bien cette alimentation et qu'il reste en intérieur pour éviter qu'il mange des choses en extérieur, par exemple. Donc, je trouve ça honnêtement un traitement un peu... C'est pas très facile de donner ce traitement-là au chat, honnêtement. Voilà. Donc, on a le traitement médical, un traitement avec une alimentation adaptée. Et on a aussi un traitement chirurgical, comme on dit une thyroïdectomie. C'est vraiment un traitement définitif. Et ici, cette intervention consiste vraiment à retirer les 2 lobes thyroïdiens, mais on a toujours quelques risques post-opératoires. On crée alors un chat hypothyroïdien ou un chat avec une hypoparathyroïdie et parfois une atteinte du nerf laryngé récurrent alors. Et aussi, ce qui est très important, qu'avant la chirurgie, que le chat doit recevoir du méthimazole, donc un traitement médical, environ 2 à 4 semaines avant la chirurgie. La dernière... On la pratique beaucoup, cette chirurgie, parce que... non, c'est vraiment non. C'est très lourd de risquer. Ça existe, hein, mais honnêtement, je trouve il y en a beaucoup de risques associés avec ça et je pense que d'abord, on peut toujours essayer un autre type de traitement. Donc, par exemple, le traitement médical ou alimentation ou le prochain que je vais vous expliquer, la radiothérapie. Mais c'est pas une chirurgie que tout le monde peut faire, honnêtement. C'est vraiment une chirurgie très spécialisée avec, oui, beaucoup quand même de risques opératoires. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va proposer directement au propriétaire, honnêtement. Mais ça existe. Donc, comme ça, vous savez que ça existe, mais c'est pas le traitement qu'on va proposer en premier. Alors, donc, d'accord. Voilà. Une dernière option de traitement, alors, c'est la radiothérapie. Donc ici, en gros, on injecte d'iode radioactive en IV et cet iode est utilisé par la glande thyroïde pour produire la T4 et sa présence alors va vraiment détruire la glande intérieure. Il y a alors une destruction sélective du tissu thyroïdien hyperactif. Donc le tissu thyroïde qui est mal et qui n'est pas en hyperthyroïdie alors, et aussi la parathyroïde reste intacte. Donc, ça peut être très intéressant ici. C'est juste aussi, ici, on a quelques inconvénients. Donc, c'est assez cher. Et on ne peut pas faire ça partout. Donc, ici, par exemple, à Liège, on peut pas faire la radiothérapie. Et après, donc, on peut donner le traitement au chat, alors, avec quand même, dans 95% des cas, les chats, ils ont besoin d'un seul traitement. Donc, c'est vraiment un traitement assez effectif. Mais il y a vraiment une nécessité d'isolement obligatoire dans un centre de radiothérapie pendant environ 1 à 2 semaines après, vu que le chat reste quand même radioactif.
Donc après, on va aussi expliquer aux gens qu'ils doivent collecter les urines, les matières fécales après, qu'on doit vraiment éviter que le chat est en contact après avec des petits-enfants ou des femmes enceintes ou des gens un peu plus âgés. Donc, il y a quand même encore il y en a des pros, mais il y en a aussi quelques contrats alors, avec ce traitement-là. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Et donc, dans 95% des cas, on doit donner qu'un seul traitement. Et après, normalement, le chat n'est plus hyperthyroïdien, elle va bien. Et donc, c'est pas un traitement à vie par rapport au traitement médical avec le félimazole ou avec l'alimentation adaptée. Donc, voilà. Donc, il y en a un peu, on doit toujours faire une bonne discussion avec les propriétaires. On doit lui proposer toutes les possibles options et bien discuter un peu avec lui. Quel type de traitement est le mieux pour le chat, pour les propriétaires et aussi au niveau raison financière. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions au niveau du traitement. Est-ce que c'est clair pour vous? Non, c'est clair. Non, c'était très clair. Ok. Encore quelque chose qui est très important pour vous est que un chat qui a une hyperthyroïdie, ça peut masquer une MRC parfois préexistante alors. Parce que vu qu'une hyperthyroïdie est présente chez des chats plutôt âgés, beaucoup de ces chats ont aussi déjà une maladie rénale chronique préexistante, mais parfois non diagnostiquée, vu que les symptômes d'une MRC débutante et d'une hyperthyroïdie sont souvent pareils. Par exemple, une PPD ou une perte de poids. Donc, parfois, on va d'abord diagnostiquer une hyperthyroïdie avant de diagnostiquer une MRC, par exemple. Donc, voilà, ça c'est aussi très important. Et quand on a un chat avec une MRC non diagnostiquée et alors non traitée et est hyperthyroïdien, et ce chat, voilà, donc attends. Donc, quand on a un chat avec alors une MRC non diagnostiquée, non traitée et un chat qui est hyperthyroïdien, on voit toujours une augmentation du GFR. Donc, c'est le débit de filtration glomérulaire à cause d'états hypermétaboliques secondaires à l'hyperthyroïdie. Et alors, suite à l'augmentation du GFR et aussi suite à une perte de muscle souvent observée chez les chats hyperthyroïdiens, il y a alors une créatinine qui sera diminuée et faussement parfois diminuée. Et en traitant l'hyperthyroïdie, on observe souvent une augmentation sévère de la créatinine à cause alors d'une réapparition des muscles et aussi suite à une normalisation ou diminution du GFR. Et alors, le chat, dans ce cas-là, est en MRC sévère sans avoir reçu un traitement adapté. Donc, c'est très important qu'il faut vraiment contrôler la fonction rénale avant de traiter un chat hyperthyroïdien, alors, pour éviter ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ou pas très bien? Parce que c'est un peu... Oui. Ouais. Donc ça, on peut vraiment pas oublier ça. Ça, c'est très important, alors. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions concernant l'hyperthyroïdie chez le chat. Honnêtement. Oui, moi j'en ai une. Est-ce que le propriétaire aurait pu rapporter un changement de voix de son animal ou ça va jamais jusque-là? Un changement de voix? Puisque si la thyroïdie appuie au niveau de son pharynx. Je pense qu'on ne peut pas complètement exclure ça, mais c'est pas quelque chose qu'on remarque assez souvent. Mais je pense que si les nodules sont vraiment énormes, je pense que oui, je pense que ça reste possible. Ok, merci. Et si le chat il a la maladie rénale chronique en plus de son hyperthyroïdie, on peut faire les traitements en même temps? Il faut d'abord traiter l'un puis l'autre. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu quelque chose qui est très difficile. Hein. Je pense que d'abord, c'est important de stabiliser un peu d'abord son maladie rénale chronique parce que je pense honnêtement qu'il va plutôt mourir de son maladie rénale chronique que de sa hyperthyroïdie.
Donc, c'est très important qu'on essaye de stabiliser un peu sa maladie rénale chronique avant, oui, de traiter son hyperthyroïdie. Et aussi dans les cas comme ça, donc des chats avec une maladie rénale chronique et une hyperthyroïdie, on préfère de lui donner un traitement plutôt médical ou avec l'alimentation adaptée. Parce que le traitement avec la radiothérapie, c'est aussi sous sédation, c'est pas idéal pour les reins. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête alors. D'accord. Donc, voilà. Encore des autres questions? Ouais, c'est bon. C'est juste, je ne sais pas si vous avez une idée, mais chez le chien, est-ce qu'on voit ça aussi souvent, une hyperthyroïdie ou pas? C'est moins fréquent que chez le chat. C'est rare, non? Ouais, C'est faux. chez le chien, oui, c'est plutôt une hypothyroïdie qu'on voit, mais ça existe aussi quand même. Mais c'est comme quelqu'un a déjà dit, c'est assez rare chez les chiens de voir une hyperthyroïdie. Et dans ces cas-là, on voit ça chez environ, on dirait plutôt 2 à 5% des cas. Hein, donc, c'est très, très, très rare. Mais là, donc chez les chats, on a plutôt une hyperthyroïdie suite, donc comme j'avais dit, dans 98% des cas, c'est plutôt quelque chose bénigne. Alors, suite à une adénome, une hyperplasie de la thyroïde. Et dans que 2% des cas, c'est à cause d'une carcinome thyroïdienne alors. Et quand on a un chien avec une hyperthyroïdie, c'est plutôt à cause d'une carcinome. Donc, c'est vraiment quelque chose maligne tumorale alors. Mais là aussi, on a les mêmes symptômes. Hein, donc aussi un chien qui présente avec une perte de poids, une polyphagie, par exemple une PUPD, un comportement changé, voilà. Et là aussi, on a plutôt l'option chez le chien pour faire un traitement, par exemple, aussi la radiothérapie, ça existe, traitement chirurgical, donc voilà. Donc ça existe aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Ça va. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Est-ce que vous pensez dans ce cas-là qu'on doit traiter l'hypertension dans ce chat ici directement vu que c'était 160 ou qu'est-ce que vous faites alors dans votre cabinet dans quelques mois? Bah, faut voir si ça se règle un peu le problème avec le traitement pour la thyroïde. Ouais, donc on peut voir un peu wait and see, voir un peu comment ça se passe avec exactement, donc voir un peu comment ça se passe après notre traitement avec félimazole, radiothérapie, etc. Et si ça persiste quand même, qu'est-ce que vous allez faire alors? Est-ce qu'on va traiter ou pas ou Pour l'hypertension? Bah, moi, je pense que si ça persiste, il va falloir traiter parce que ça pourrait endommager le cœur à long terme. Ouais. Trouver l'autre cause, quoi. Donc, vraiment exclure d'abord tous les possibles autres causes. Et si ça persiste, si ça persiste quand même, que l'hypertension est assez sévère, et ici on était vers 160 mm alors, mais si ça persiste, comme tu as dit, ça a des effets sur le cœur, mais aussi au niveau cerveau, les yeux, des reins aussi. On doit quand même traiter. Et avec quel médicament est-ce qu'on va traiter alors une hypertension chez les chats? Est-ce que vous avez une idée? J'avais envie de dire des diurétiques, mais je sais pas si chez le vieux chat, c'est bien d'augmenter la fonction rénale. Et pourquoi des diurétiques alors?
Je sais pas. Pour... Non, je sais pas trop en fait. Quelqu'un d'autre a une idée? Non. Je crois que c'est l'amlodipine, mais je sais plus pourquoi. Oui, exactement. Ouais, non, non, mais c'est correct, c'est correct. C'est quoi l'amlodipine? Vous avez une idée? Juste le groupe de médicaments. Je crois que c'est un inhibiteur des canaux calciques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, on préfère de commencer ces médicaments-là chez les chats et chez les chiens. On utilise ça souvent aussi. L'amlodipine ou plutôt un autre médicament? Alors là. Chez le chien, on peut donner l'amlodipine, par exemple, mais on peut aussi donner, par exemple, le bénazéprile, donc un IECA, par exemple. Ça, on peut donner aussi dans des cas d'hypertension. Voilà, voilà. Juste encore quelques questions pour vous. Hein. Donc, par exemple, donc ici, on avait un chat avec une perte de poids, polyphagie, PEPD. Ce qui est aussi toujours revenu dans notre différentiel, c'était le diabète sucré, par exemple. Est-ce que c'est à base de quoi est-ce qu'on peut faire le diagnostic d'un diabète sucré chez le chat? Et la glucosurie, hyperglycémie, glucosurie. Oui, c'est ça. Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu le diabète sucré chez le chat? Et à cause, dans la plupart des cas, est-ce qu'il y a une différence entre les causes d'un diabète sucré chez le chat et chez le chien? Chez le chat, c'est plutôt un diabète de type 2. Et c'est quoi? Alors que chez le chien, c'est type 1. Donc, chez le chat, c'est non insulinodépendant. Et c'est dû à deux choses. C'est soit, on a à la fois une résistance à l'insuline, à la fois une baisse de la sécrétion d'insuline. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi les possibles causes qui favorisent le diabète sucré chez le chat, par exemple? L'obésité. L'obésité en numéro 1. On peut avoir la génétique, le manque d'activité, le fait que ce soit un mâle aussi. Oui. Castré. Bah oui. C'est plutôt chez les femelles que chez les mâles, mais bon, ça c'est en théorie, donc c'est toujours difficile à dire. Mais on voit ça environ 2 à 3 fois plus fréquent chez les mâles que chez les femelles, mais bon, c'est pas parce que chez la femelle que chez les mâles, mais c'est pas parce que c'est un mâle qu'on peut exclure un diabète sucré, mais oui. Donc l'obésité, c'est comme quelqu'un a dit, est-ce qu'on voit ça plus souvent chez des chats âgés ou chez des jeunes chats? Plutôt âge moyen. Oui, donc plutôt âgés. Ça va. Parfait. Et c'est quoi le traitement d'un diabète sucré chez le chat? Qu'est-ce que vous allez expliquer aux propriétaires quand tu as un chat diagnostiqué avec un diabète sucré? Donc, qu'est-ce qu'il est très important pour la suite à la maison? De faire des courbes de glycémie. Ou est-ce qu'on va faire ça directement? Non, enfin, on lui donne de l'insuline, quoi, non? Ouais. Et quel type? Donc, on a l'insuline, quoi d'autre, ce qui est aussi très important. Donc, en gros, hein,
Donc, les catégories un peu en gros. S'il est obèse, il faut faire perdre du poids. Mhm. Faut adapter son régime alimentaire en Ouais. général. Donc, ça, c'est très essentiel aussi. Donc, c'est vraiment qu'on donne une alimentation adaptée. Alors, plutôt pour vraiment limiter des fluctuations du taux de la glycémie après le repas aussi, et aussi que le chat a un poids un peu normal. Voilà. Et aussi, ce qui est alors très important aussi, c'est alors de donner l'insuline. Et est-ce que vous avez une idée quel type d'insuline qu'on peut donner chez les chats et comment est-ce qu'on doit donner ça? Il y a des insulines rapides et des insulines lentes. Donc, c'est on va donner une dose initiale d'insuline et après, toutes les semaines, on va regarder le taux de... Enfin, on va voir si on doit adapter ou pas le type d'insuline qu'on va donner. Chaque semaine? Euh, Je sais pas, hein. C'est juste une question aussi pour les autres. Hein. Donc, Au début, on va le faire toutes les semaines chez le chat pour... Et après, si on a donné de bons traitements, on va faire des contrôles plus espacés. je pense que tous les semaines, c'est un peu vite, honnêtement, c'est un peu rapide. Mais oui, donc on va donner l'insuline. Est-ce que vous avez une idée du dosage pour commencer, plutôt, chez le chat d'abord? On va donner combien alors? C'est pas 0,25? Ouais, 0,25 à 0,5 unités par kilo, environ 2 fois par jour. C'est ça. Et voilà. Et après, on dirait plutôt de contrôler le chat environ 2 à 3 semaines après. Donc, de toute façon, le propriétaire doit bien voir un peu à la maison comment le chat est. Donc, est-ce qu'il y a un changement au niveau de la prise de boisson, au niveau de son appétit, de son état général, un peu comme ça. Voilà. Et aussi, ce qu'on va contrôler dans le sang, est-ce que c'est juste la glycémie qu'on va contrôler? Est-ce que c'est une analyse urinaire ou est-ce que c'est un autre type est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on va contrôler dans le sang? Quand le chat revient en contrôle chez vous, qu'est-ce qu'on va contrôler alors à ce moment-là? La fructosamine. On va contrôler. Ouais, et c'est quoi le fructosamine? Euh, Chacun peut aider. Hein. Donc, C'est un sucre, mais je sais plus. C'est quelque chose qui se lie avec glucose, un truc comme ça. Je sais plus. ouais. Donc, ce qui est très important, parce que quand on a un chat dans le cabinet, il va être, de toute façon, c'est un chat, donc il va être hyper stressé. Donc, si on fait juste la glycémie, ça va être augmenté, dans la plupart des cas, vu que le chat est juste stressé. Mais avec la fructosamine, ça peut être très intéressant pour la mesurer, parce que si on mesure la fructosamine, ça indique vraiment la concentration moyenne en glucose sur les 2 à 3 semaines passées. Donc, c'est quelque chose qui donne un peu une concentration moyenne alors de la glucose. Donc, ça va pas être influencé par du stress, par exemple, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous pour contrôler.
Et voilà, et à base de ça, on peut voir un peu est-ce qu'on doit adapter les dosages d'insuline, oui ou non. Donc, voilà. Ça va? Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non. Ça va. OK. Encore d'autres questions selon l'hyperthyroïdie, donc le cas qu'on avait discuté. Par exemple, pour le PPD, vomissement, diarrhée, tu as encore d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est plus clair là. Ça va. OK. Ben, OK, comme ça, je pense qu'on a fini alors. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je répondrai le plus vite possible. Alors. Ça va? D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.